Voilà, je vous remercie et je remercie les organisateurs de m'avoir invité à cette journée. Je suis assez impressionnée parce que je suis déjà venue, pas pour intervenir d'ailleurs, à des journées de la coordination bretonne, et il y avait, on va dire, 80 personnes. Ça fait très longtemps puisque je suis une vétéran et que je suis à la retraite maintenant, à moitié. Et bon, ça m'a fait me rappeler quand même aussi cette intervention, la préparation de cette intervention, quel lien j'avais avec les soins palliatifs. Donc, je travaillais en psychiatrie de liaison pendant plus de 30 ans, 35 ans, je pense, plus de 35 ans même. Et à une certaine époque, on travaillait dans un service qui était un service de convalescents, et j'intervenais ponctuellement, et on accueillait des patients qui n'étaient pas si convalescents que ça, puisque 90% des patients, enfin j'exagère peut-être un petit peu, enfin 70% des patients décédaient dans le service. L'équipe à ce moment-là était extrêmement en souffrance, et on a commencé à mettre en place des groupes de parole avec les soignants. Et à partir de là, les choses sont développées. L'équipe a créé une unité de soins palliatifs, et avec Daniel Leboul, on a démarré les premiers diplômes d'université de soins palliatifs à Brest. Voilà, donc c'est une histoire ancienne. Après, moi j'ai un petit peu laissé les soins palliatifs, et je suis intervenue plus ponctuellement dans les soins palliatifs. Une autre aussi explication pourquoi je suis ici, je pense, c'est parce que je travaillais à l'unité douleur, et que je me suis beaucoup occupée de la douleur chronique, et donc du corps, et la psychiatrie de liaison et le corps. Voilà. Alors, tout d'abord, les patients relevant de la psychiatrie, ça m'a beaucoup interrogée. Qu'est-ce que c'est finalement que relever de la psychiatrie? C'est pas une expression très univoque. Alors, est-ce que c'est avoir bénéficié d'un suivi psychiatrique ambulatoire, par exemple? C'est avoir séjourné en psychiatrie? Je me suis dit que tout un chacun peut traverser dans son existence une période de difficulté psychique et avoir besoin d'un suivi psychiatrique, et on peut tous relever de la psychiatrie. Alors, relever de la psychiatrie, je me suis dit aussi que dans les services, notamment les unités de soins palliatifs, dans les unités de soins palliatifs, on avait des dossiers, les gens venaient de services médicaux. Et je trouve que c'est un danger, c'est bien les dossiers, mais qu'il y a un certain danger, puisque dans les dossiers médicaux que je voyais dans les services, les antécédents sont résumés. On dit facilement qu'ils ont des antécédents psychiatriques. Alors, si vous avez fait une dépression il y a 20 ans, un état dépressif, ça va vous suivre, et puis dans 30 ans, on va dire encore que vous avez des antécédents psychiatriques. Ils sont repris souvent d'une hospitalisation à l'autre, sans faire mention de l'évolution. On ne sait même pas qui a porté le diagnostic psychiatrique. Moi, j'ai vu dans des dossiers, bien sûr, le diagnostic de trouble bipolaire, alors que manifestement, ce n'était pas si évident que ça. Ça peut être un externe, un interne qui ne connaît pas forcément la psychiatrie de manière très précise. Et puis, faut aussi penser qu'il y a des significations et des représentations qui sont tout à fait particulières pour le qualificatif psychiatrique et pour les maladies psychiatriques. Ce n'est pas la même chose de savoir qu'un patient a dans ses antécédents une fracture du fémur, ou même une pathologie cardiaque, que de savoir qu'il a des antécédents psychiatriques. Et moins les connaissances sont souvent limitées en psychiatrie, et moins on a de connaissances dans un domaine, plus cela effraie. L'étranger fait peur. La psychiatrie, elle évoque la folie, elle évoque les troubles du comportement, le danger. Et on peut tous se demander ici, qu'est-ce que ça veut dire pour nous si on dit qu'un patient relève de la psychiatrie? Quelle image on a, quelle représentation alors on a? Alors, qu'est-ce que relever de la psychiatrie encore? Est-ce que c'est avoir présenté un ou des épisodes dépressifs? Est-ce que c'est avoir une pathologie bipolaire?
Est-ce que c'est avoir une pathologie psychotique? Est-ce que c'est simplement avoir une personnalité pathologique? Est-ce que c'est avoir une pathologie plutôt chronique, aiguë? Beaucoup de questions. Et puis, est-ce qu'on relève une fois pour toutes de la psychiatrie? Est-ce que relever de la psychiatrie est une identité? Je dirais que les patients relevant de la psychiatrie sont des patients comme les autres. Ils ont un corps et ils ont une vie psychique comme tout un chacun. Ce sont aussi, là, les patients relevant de la psychiatrie dont on parle aujourd'hui, sont des patients qui sont en soins palliatifs, c'est-à-dire qu'ils ont une pathologie pour laquelle les soins médicaux ne permettent pas d'envisager une guérison. Et pour qui la qualité de vie, plus que la quantité de vie, est une priorité. Alors, avoir cette terminologie, c'est un psychiatrique, c'est un malade psychiatrique, et voilà, la psychiatrie, je pense qu'il y a parfois un danger, le danger de la discrimination, de la stigmatisation psychiatrique, qui est un des facteurs du manque de soins, du défaut de soins. Alors, ça a été c'est un peu provoquant, mais dans un but d'extermination à un moment, hein, le nazisme n'est pas si loin, mais aussi par déconsidération de leur qualité de vie. Est-ce que c'est si grave, puisque c'est un malade psychiatrique, qu'il en a un âge, qu'il a une vie sociale extrêmement rétriquée? Est-ce que la qualité de sa vie n'est-elle pas déjà très amputée quand il arrive en soins psychiatriques, en soins palliatifs, pardon. Par paternalisme aussi. On pense bien sûr que les patients ne supporteront pas l'information, qu'ils ne comprendront pas les soins. Et puis par préjugés, puisque pendant très longtemps, on a pensé que les troubles psychiatriques mettaient à l'abri des troubles somatiques. C'est quelque chose que j'ai connu. On avait cette idée-là, quand on commençait psychiatrie, on avait cette idée-là, et que ça mettait un peu à l'abri, la psychose notamment, mettait à l'abri de la pathologie somatique. Je vais y revenir tout à l'heure, parce qu'on s'est bien sûr aperçu que ce n'était pas du tout le cas, bien au contraire. Le manque de soins est aussi lié à un manque de connaissances sur la question de l'image du corps, donc je reviens un peu là au ressenti corporel, sur les rapports au corps et de son image dans certaines pathologies mentales, et sur les différentes aussi expressions de la souffrance physique, c'est dont je vais parler aujourd'hui. Alors, comme exemple, je vais prendre une situation qui a, je sais pas, 2-3 ans, 2 ans peut-être. C'était un patient qui avait une pathologie schizophrénique, qui était dans une clinique psychiatrique de la région, et puis on ne l'améliorait pas beaucoup, c'était difficile. La clinique a demandé qu'il soit hospitalisé au CHU, à l'hôpital psychiatrique. Il a été hospitalisé, alors je ne sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé, puis il n'allait pas bien, il était toujours catatonique, donc figé, enfin voilà. Et finalement, il est hospitalisé en médecine, je ne me rappelle plus pourquoi, enfin aux urgences médicales. Et là, aux urgences médicales, on a fait, il ne se plaignait pas, hein. C'est un monsieur à qui on a fait tout de suite le diagnostic d'embolie pulmonaire bilatérale, et il était pas bien du tout. Il a été en réa, mais j'ai su ça un petit moment après. L'interne qu'il avait accueilli, et qui était une interne de pneumologie, a appelé son senior en lui disant, voilà, on a un patient qui est arrivé, c'est impressionnant, une embolie pulmonaire bilatérale, voilà. Alors, il lui a dit, bon, tu as mis le protocole. Ah non, elle n'avait pas mis le protocole. C'est une bonne interne, elle n'était pas... c'est pas une méchante femme qui se disait qu'il fallait pas soigner les gens psychiatriques. Elle avait complètement perdu ses repères, elle avait bien vu le diagnostic, elle avait complètement perdu ses repères scientifiques, cliniques et thérapeutiques, parce qu'elle avait bien fait le diagnostic et elle n'avait pas mis le traitement immédiatement. Il n'est pas mort, voilà. Mais parce qu'elle reconnaissait plus la pathologie qu'il avait. Parce qu'elle ne s'exprimait pas de la même manière à cause de sa pathologie psychiatrique. Donc c'est quelque chose qui m'avait beaucoup étonnée. Voilà, alors c'est pour essayer un petit modestement de pallier partiellement à ce manque de connaissances sur le rapport au corps que j'interviens aujourd'hui. Alors, je vais d'abord parler de la construction de l'image du corps. Les ressentis corporels vont dépendre de la relation au corps
et de la construction de l'image corporelle, notamment. Bien sûr, on sait que dans certaines pathologies psychiatriques, le rapport au corps est bien sûr particulier. Le corps et son image se sont construits dans la relation à l'autre, à travers... Tiens, ça n'avance plus, vous voyez plus, vous? Ah voilà, c'est moi qui n'ai pas appuyé. À travers le plaisir, mais aussi la frustration inévitable. Aussi, on peut très bien penser que lorsqu'il existe un trouble de la relation à l'autre, un trouble de la relation au monde, comme dans les pathologies psychiatriques, on retrouve aussi un trouble dans la relation à son corps. Le corps n'est pas dans l'espace, là, mais le corps, il est dans la tête de celui qui en est porteur. Le vécu de nos images corporelles engendre un sentiment subjectif qui va être à l'origine du moi. Et le moi, c'est notre sentiment, notre moi, c'est notre sentiment d'exister dans un corps vivant et d'être soi, d'être soi-même. Autrement dit, nous sommes aussi ce que nous sentons et nous voyons de notre corps. Notre moi, c'est l'idée, alors je me répète, mais parce que ce n'est pas forcément simple, notre moi, c'est l'idée que nous nous faisons de notre corps, c'est-à-dire la représentation mentale de nos ressentis corporels, qui est influencée par notre image qu'on voit dans le miroir. Le moi est donc composé de deux images corporelles indissociables, fusionnées, qui c'est l'image mentale de nos ressentis et l'image visible de l'apparence de notre corps dans le miroir. Sentir vivre notre corps et le voir bouger dans le miroir nous donne le sentiment d'être nous-mêmes, d'être moi. L'image inconsciente du corps est l'ensemble des toutes premières impressions gravées dans le psychisme infantile par les sensations corporelles. Le bébé, voire le fœtus, éprouve ces sensations au contact charnel, affectif et symbolique de sa mère désirante et qui a été désirée par le père. Ces sensations datent d'avant les 3 ans de l'enfant, avant la maîtrise du langage, on voit bien l'importance du corps, avant la découverte de son image dans le miroir. Au départ, chez le bébé, le psychisme et le corps ne sont pas bien séparés, différenciés. Et c'est la conscience du corps et la conscience du corps et les mécanismes psychiques vont s'élaborer progressivement et conjointement. Aussi, il n'y aura pas de barrière étanche entre notre corps et notre psychisme. Et à la faveur d'une régression, et on pense là à la maladie, par exemple, il peut y avoir, à la maladie physique, il peut y avoir passage de l'un à l'autre. C'est tout un chacun. À la naissance, le bébé n'a aucune conscience d'exister en tant qu'être humain. Il n'a pas conscience de son corps en tant que tel. Il n'est que le lieu de sensations brutes, agréables, la tétée par exemple, qui apaise la faim, ou désagréables, les coliques, la faim, la soif. Et la répétition de ces premières expériences, notamment des expériences agréables comme la tétée, la toilette, laisse des traces dans la mémoire, et ces traces seront les premiers noyaux d'une représentation corporelle. Je prends un peu de... Alors, la première zone de plaisir et le premier îlot de représentation corporelle, c'est la zone orale. Elle se constitue à travers le plaisir répété, pris à sucer le lait qui apaise la faim, à sentir la mère et à absorber ses paroles autant que son lait. D'autres zones suivront, la zone anale, la zone génitale et aussi toute la surface de la peau caressée et touchée par la mère. Ce sont ce qu'on appelle les zones érogènes, car pour Freud, le plaisir qui existe dès le plus jeune âge est de nature sexuelle. On parle donc d'un corps qui est le corps érogène.
Alors, la perception du corps, autre chose, hein, notre point, la perception du corps est au départ fragmentaire, c'est-à-dire le bébé n'a pas la perception d'un corps unifié. Alors, comment on sait ça? Ce pas les bébés qui nous le disent, mais il y a d'abord, quand on voit la pathologie psychiatrique, aussi bien chez les enfants autistes que chez les adultes, on comprend un peu comment ça s'est construit, ou difficilement construit. Et puis aussi, il y a ce qu'on fait beaucoup, des observations des nourrissons qui sont faites par des psys et des mamans qui ont des bébés. Voilà. Alors, cette perception, elle va s'unifier finalement avec petit à petit la perception d'un corps entier grâce à la reconnaissance dans le miroir en présence de la mère. Donc la perception de notre corps est très liée à la relation à la mère. Ces gestes, ces paroles vont donner un sens à ce que ressent l'enfant et vont l'humaniser. Alors, il existe 2 découvertes par l'enfant de son image dans le miroir. Ça implique 2 choses. La première, on connaît beaucoup, qui est maintenant vulgarisée, qui est théorisée par Lacan sous le nom de stade du miroir. Elle a lieu très tôt chez le nourrisson qui, voyant la silhouette de son corps reflétée dans le miroir, est fasciné par son double, puis aussi parce que s'il bouge, il voit que ça bouge en face, etc. Et il existe à ce moment-là une prise de conscience de son unité. Il jubile, dit Lacan, hein, c'est vraiment une expérience qui entraîne beaucoup de joie chez ce bébé, et on peut la constater un peu. La seconde, elle est théorisée par Dolto, elle est plus tardive. Elle constitue plutôt un traumatisme pour l'enfant qui réalise qu'il existe un écart entre l'irréalité de son image et la réalité de sa personne. Les autres n'ont accès à lui que par cette image qui n'est pas lui, finalement. Et ça entraîne plutôt une peine qu'une joie. L'enfant va oublier, on a parlé des ressentis corporels tout à l'heure, il va oublier les images inconscientes du corps et va privilégier les apparences. Il privilégie le dehors par rapport au dedans, l'enfant et l'adulte qui va venir. L'image du corps vu va prendre le dessus sur les images du corps vécu qui sont refoulées dans l'inconscient. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas d'importance, mais elles sont plus refoulées. On porte souvent notre regard sur le dehors plutôt que sur le monde interne de notre corps, sauf peut-être lorsque nous sommes souffrants et malades. Donc, on va parler de quelques implications de l'image du corps. Les images du corps, bien que refoulées, restent actives tout au long de l'existence et elles déterminent alors nos comportements corporels, l'involontaire, les mimiques, les postures, les gestes, la silhouette, les traits du visage, le timbre de la voix, le regard, etc., nos attirances, nos répulsions, notre façon de nous adresser corporellement à l'autre, dans les relations amoureuses notamment, mais pas uniquement, nos choix esthétiques et nos symptômes aussi. Alors, après ce qu'on a dit tout à l'heure, ce que j'ai dit tout à l'heure, les avatars, des problèmes dans les premières relations avec la mère notamment, vont avoir des conséquences sur le développement, bien sûr, du moi et sur le rapport à notre corps. Alors, je voudrais dire, ça a été un peu dit tout à l'heure, que ce n'est pas bien sûr de la responsabilité de la mère qu'il s'agit, comme on l'a cru à un moment, mais des difficultés des interactions précoces qui dépendent bien sûr de l'état psychique de la mère, mais aussi des caractères propres du bébé. Et puis de l'existence aussi parfois chez lui de troubles somatiques ou de troubles sensoriels, les interactions vont être modifiées, et puis du contexte, de précarité, les séparations, etc. La qualité des échanges libidinaux, les premiers échanges de plaisir qu'on a vu tout à l'heure, permet la construction d'une narcissisme, ce qu'on appelle le narcissisme, avec le narcissisme comprend l'intériorisation, la construction du narcissisme, c'est l'intériorisation d'une image du corps qui est cohérente, qui n'est pas fragmentée, avec des limites qui différencient le monde interne et le monde externe, avec un sentiment de sécurité interne, du coup, physique et psychique, et un sentiment d'estime de soi. Tout ça fonde le narcissisme. La qualité des échanges va permettre à l'enfant d'avoir confiance dans ses ressources corporelles et dans la solidité de ses limites.
Les séparations avec les personnes aimées ne sont plus alors vécues comme dangereuses, car l'intégrité du soi est respectée. L'enfant va acquérir ainsi des capacités d'individuation et d'autonomisation. Et puis aussi, avec le narcissisme, on sait que toute affection somatique réalise chez le sujet malade une blessure de ce narcissisme. Et cette blessure, elle va être plus ou moins importante, plus ou moins déstructurante, selon la solidité des bases narcissiques du patient, dont on a vu comment elle se construisait. Voilà, la pathologie maintenant psychiatrique et les troubles de l'image du corps. Je vais prendre les choses de manière plus globale dans la pathologie psychiatrique que ce qu'a fait mon collègue, et c'est parce que je les associe à un trouble de l'image du corps. L'angoisse d'abord. Dans l'angoisse, le corps est bien sûr toujours concerné. Tout le monde ici, j'espère, a éprouvé parfois de l'angoisse. On sait bien qu'on ressent à la fois des choses physiques et des choses psychiques, aussi bien dans une crise d'angoisse paroxystique que dans l'anxiété généralisée. On peut parler quand même, pour parler des ressentis corporels, de deux types d'angoisse. L'angoisse d'abandon, on pourrait dire, avec une fragilité de l'objet interne, qui correspond à une fragilité de l'objet interne. Et alors les ressentis corporels vont combler ce vide interne et vont aider l'investissement des limites dedans-dehors. C'est grâce aux ressentis corporels qu'on va pouvoir un peu combler cette angoisse. L'angoisse d'anéantissement, où là, l'objet interne n'est pas construit, si on peut dire, et les ressentis corporels vont étayer, du coup, le sentiment d'existence défaillant et vont donner une matérialité à ce moment-là au corps morcelé. La dépression. Des troubles de la construction de l'image du corps peuvent donc expliquer la pathologie narcissique, on a vu là tout à l'heure, qui sera à l'origine des pathologies dépressives, avec l'altération de l'image de soi, avec l'atteinte de l'estime de soi et la perte du sentiment de sécurité interne, toutes choses qui existent dans la dépression. L'hypocondrie, alors les troubles aussi de la construction de l'image du corps permettent de comprendre ce qu'on appelle les manifestations hypocondriaques qui peuvent être dans le registre de la névrose avec des douleurs indéracinables. On peut dire que l'hypocondriaque va parler de son corps, il est intarissable, avec un discours souvent très imagé, et lui, il sait ce qu'il a. Il sait ce qu'il a, il est dans une position de médecin, et quand il consulte en médecine, il vient simplement pour confirmer finalement son propre diagnostic. Et dans le registre psychotique, et je prends à l'extrême ce qu'on appelle le syndrome de Cotard, de mélancolique, où le patient a les sentiments, par exemple, que certains de ses organes sont déjà morts. Et donc on voit bien comment la fragilité de l'image du corps vont pouvoir favoriser à la fois ces troubles dépressifs et hypocondriaques. La conversion hystérique, puisque on voit aussi ces patients qui ont ils ne sont pas à l'abri des pathologies somatiques et d'avoir recours aux soins de fin de vie. Qu'est-ce que c'est, en deux mots, la conversion hystérique? C'est la conversion de l'angoisse sur le corps, c'est-à-dire l'angoisse n'est plus flottante ou dans le domaine intellectuel, elle est convertie sur le corps, et c'est la traduction d'un conflit psychique qui est inconscient, qui est refoulé, déplacé sur le corps. Ça n'a rien à voir avec la stimulation. Et là, l'hystérie, contrairement à l'hypocondriaque, qui parle, je vous ai dit, de son corps, il et elle parlent par leur corps. C'est leur corps qui parle à ce moment-là. On retrouve bien sûr parfois des traits de personnalité, et c'est important de savoir, ils ont un rapport particulier à la médecine, où ils se posent au médecin comme une énigme, que le médecin essaye de comprendre au début, de résoudre, et comme il échoue souvent parce que c'est pas dans le bon registre qu'il s'interroge, ça entraîne ensuite un rejet, un intérêt, une fascination pour ces patients, puis un rejet, et ces patients qui vont aller de médecin en médecin et qui peuvent être malades des conséquences des interventions médicales avec ce qu'on appelle une iatrogénèse. Voilà, en gros. Et puis la psychose. Quand est-ce qu'on retrouve des perturbations d'image du corps? Aussi dans la psychose, bien sûr,
où il y a des symptômes corporels qui sont retrouvés, des symptômes de dépersonnalisation, d'être plus soi-même, d'être à côté de son corps, avec des impressions parfois de transformation corporelle qui sont extrêmement angoissantes, des vécus de morcellement. Moi, je me rappelle quand j'étais interne, des premiers patients psychotiques où il me disait qu'il avait les jambes qui étaient comme des animaux et puis des choses coupées dans son corps qui étaient extrêmement angoissantes, des vécus de morcellement, d'anéantissement. Des hallucinations aussi synesthésiques, des sensations corporelles, et puis tout ce vécu autistique qu'on peut résumer, c'est vraiment un résumé, comme si le sujet établissait une barrière opaque entre le monde interne, son monde interne, et l'extérieur, le monde externe. Alors, la maladie, maintenant, somatique et les ressentis corporels. Alors, je répète, j'ai déjà mis cette diapositive, ce n'est pas une erreur, parce que je reprends que toute affection somatique réalise chez les sujets malades une blessure narcissique plus ou moins importante, selon la construction, la solidité de la construction du narcissisme. Alors, bien sûr, je vais prendre surtout comme exemple la douleur, qui est le ressenti corporel, on pourrait dire le plus fréquent, mais pas uniquement, je sais bien, en fin de vie. Et la maladie, mais aussi la douleur, entraîne une régression et renvoie à la relation. Régression, on revient à une régression, on va dire, infantile, c'est toujours ça, on revient au stade antérieur de notre développement. Ça renvoie à la relation initiale à la mère qui est ressentie quand on est bébé comme toute puissante, qui gratifie et qui frustre. Ça renvoie aussi à notre demande d'amour et de plaisir et à notre rage infantile d'être frustré. Et le soignant, il faut se rappeler qu'il peut être placé, bien sûr, en position comme ça de mère toute puissante par des patients douloureux. Ce qui n'est pas facile à vivre, à supporter pour des soignants, et la prise en charge des patients qui ont des douleurs qui durent est difficile. Alors, en cas de maladie, le corps est surinvesti. C'est-à-dire, on a un retrait narcissique de la libido, je m'expliquais un petit peu, c'est-à-dire l'énergie psychique pour caricaturer sur la personne propre et particulièrement sur l'endroit malade ou l'endroit douloureux surtout. C'est-à-dire, normalement, quand on se développe, quand on est bébé, on s'intéresse surtout à ce qu'on ressent. Et puis, petit à petit, on va s'intéresser un peu à l'extérieur. Et après, on s'intéresse quand même beaucoup plus à l'extérieur. Mais quand on est malade, souffrant, on a cette régression sur la personne propre. Le patient, il est focalisé sur la zone douloureuse surinvestie. Et on a ce qu'on appelle un investissement narcissique au lieu d'un investissement objectal. C'est bien, vous voyez bien que le sujet se désintéresse de ce qui constituait jusque-là sa vie et va se replier sur son corps, mais aussi sur sa douleur. Sa vie se centre sur elle. C'est un phénomène, on va dire, de substitution du corps propre à la place de l'objet. L'endroit du corps douloureux est surinvesti aux dépens des autres investissements qui étaient distribués sur l'ensemble du corps, d'abord, de manière globale, la pensée et la relation à l'autre. Le patient va aussi inscrire sa souffrance globale dans son corps. Le fait qu'il se sente bien malade, que la mort est à l'horizon, qu'il en a plus ou moins conscience, il inscrit cette souffrance aussi dans son corps. Et dire quelques phrases comme ça. La douleur peut parfois, par contre, avoir un rôle de protecteur contre un effondrement psychique. Et que la douleur aussi peut parfois constituer le témoin de son existence. Et que parfois les gens y tiennent. Je me rappelle d'avoir été frappée par un patient qui m'avait dit « Mais si vous m'enlevez, c'était l'unité douleur, pas en fin de vie, mais si vous m'enlevez la douleur, qu'est-ce qui va me rester ?» Et puis le témoin de son existence, c'est-à-dire tant qu'on a mal, on existe, on est encore là, on est encore présent. Et on peut voir aussi cette ambivalence des fois par rapport aux soins concernant la douleur. C'est un moyen de réassurance aussi sur son identité
Et ça renvoie peut-être à ce que je disais tout à l'heure de l'angoisse d'anéantissement. Alors maintenant, je rassemble un peu les trois. La maladie, les troubles psychiques et les ressentis corporels. On pourrait dire que douleur et maladie mentale, maladie somatique et maladie mentale, c'est la double peine. Tout trouble mental, je pense que ça est un facteur de risque de prise prolongée d'antalgiques de type opioïde. Et aussi que les antalgiques sont pris comme des antidépresseurs très souvent. Donc ça, c'est des choses un peu générales, mais qui me semblent importantes quand même de rappeler. Alors, dans la dépression, alors en soins palliatifs, les troubles dépressifs sont fréquents. Les symptômes somatiques sont fréquents dans les troubles dépressifs, et on a même ce qu'on appelle des dépressions à expression somatique. Parfois, ou ce qu'on appelait avant, dépression masquée. Parfois, ce sont les symptômes les plus bruyants avec déni des sentiments dépressifs, les symptômes somatiques. Et parmi les symptômes somatiques, je rappelle que la douleur occupe une place particulière, puisque 2/3 des patients déprimés ont des plaintes douloureuses, que ce soit en soins palliatifs ou pas. Alors, en soins palliatifs aussi, les douleurs sont fréquentes. Et chez les patients douloureux, il y a un taux élevé de dépression, on dit de 46%, chez ces patients qui ont des douleurs qui durent. C'est plus la durée de la douleur que son intensité qui induit les troubles dépressifs. C'est donc une des raisons supplémentaires pour traiter de la douleur en soins palliatifs, mais aussi ailleurs. Donc, devant toute douleur, on doit chercher des troubles dépressifs et le traitement de la dépression va augmenter l'efficacité du traitement antalgique et va améliorer la qualité de la vie. Donc, vous voyez bien qu'on a une espèce de cercle vicieux entre la douleur et la dépression, deux symptômes qu'on retrouve de manière fréquente, plus que fréquente en soins palliatifs. Alors, je voulais quand même mettre des petits bémols. Ce n'est pas parce qu'un patient a présenté des troubles dépressifs dans son existence qu'il a forcément plus de risques de présenter non plus des troubles dépressifs lorsqu'il est atteint de maladies graves. Parfois, on parle toujours de la vulnérabilité, etc., mais il y a aussi une force. Et parfois, on a une surprise de voir la réaction de ces patients chez qui on évoquait une vulnérabilité dépressive. Alors, j'avais mis ça, je suis un peu... Non, je dis en soins palliatifs, on privilégie le LIC et le NUNC. Mais c'est vrai, mais en même temps, on fait aussi... on privilégie la personne globale et donc toute son histoire. Donc, c'est... Bon, les choses sont relatives. Mais enfin, je veux dire que quel que soit le patient, il faut être attentif à la dépression, pas plus chez un patient qui a des antécédents dépressifs. La psychose, maintenant. Quand un patient ne dispose pas des moyens habituels pour exprimer sa souffrance, la prise en charge des symptômes corporels et notamment de la douleur est difficile. C'est le cas de tous les patients, on dit vulnérables, même si j'aime pas beaucoup ce mot-là, les enfants, les vieillards, les déments, les déficitaires, les malades mentaux, les handicapés, enfin c'est ce qu'on met dans les textes. Chez ces patients, en tout cas, la plainte est souvent absente. Le patient dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui avait l'embolie pulmonaire, il ne se plaignait pas. C'est ça qui avait fait perdre le repère à ce médecin. Il n'y avait aucune plainte, alors que n'importe qui a une embolie pulmonaire comme ça est complètement mal. Donc il y a un risque de méconnaissance diagnostique et de négligence thérapeutique. Longtemps, on a considéré que les patients psychotiques ne souffraient pas, qu'ils avaient une insensibilité à la douleur, une apparente analgésie. En fait, ils ont une difficulté à percevoir et à exprimer la douleur. Ils ressentent la douleur, mais ils ne réagissent pas, ou ils ne l'expriment pas, ou alors dans un langage ou un comportement spécifique qu'il faut savoir décoder. Plusieurs facteurs peuvent rendre compte de ces difficultés à exprimer, on va dire comme tout le monde, la douleur. Les traitements psychotropes qui peuvent diminuer cette perception, ça ne veut pas dire que la douleur n'existe pas, et les angoisses de morcellement qui peuvent aussi annuler le message douloureux. Un enfant autiste, il a mal, mais la douleur, elle vient d'où? D'intérieur, d'extérieur, elle ne sait pas de quel endroit de son corps il vient, à cause de sa perturbation d'image du corps dont j'ai parlé tout à l'heure.
Et il y a bien sûr un très gros danger à ne pas percevoir la douleur, et donc une pathologie somatique avec l'absence de prise en charge adaptée de la douleur, qui est quand même une question éthique extrêmement importante. La surmorbidité, avec des problèmes de santé non diagnostiqués. Les patients psychotiques ont une surmorbidité, sont beaucoup plus malades que les autres, et ils meurent beaucoup plus jeunes que les autres. Et là, on ne parle pas ni du suicide, ni des accidents. Les principaux obstacles à l'évaluation de la douleur chez le patient avec des troubles mentaux, c'est l'absence de plainte verbale, dont je viens de parler, c'est l'association de la douleur à des altérations des perceptions et du schéma corporel, le vécu subjectif est altéré, et c'est l'insuffisance de formation des équipes soignantes dans ce domaine. On sait que pas simplement en soins palliatifs, mais dans tous les services de médecine, quand il y a un patient avec des troubles importants de la psychotique, autistique ou déficitaire qui arrive dans un service, les gens ne savent plus comment faire. Souvent, ils peuvent faire appel, d'ailleurs, quand c'est des jeunes qui sont, des jeunes, des moins jeunes, qui sont en institution, de pouvoir avoir des liens avec les gens d'institution, mais ils sont perdus. Perdus. Donc, à la psychose, difficulté à identifier la présence de la douleur, à localiser la zone et l'origine de la douleur, et à orienter les examens somatiques. Il faut donc avoir une vigilance tout à fait particulière chez les patients psychotiques, être sensible aux modifications du comportement. Par exemple, un psychotique qui désigne, qui montre une zone sans arrêt, on ne comprend pas, il ne s'en plaint pas, mais il montre une partie de son corps, parfois des gémissements, ou la recherche de réconfort, qui peut être inhabituelle chez lui, la diminution des interactions dans les relations, et puis, lors des soins, l'augmentation du rythme cardiaque. Il faut être attentif aussi à l'aggravation des troubles psychiques sans éléments déclenchants. Quelqu'un qui est stabilisé, qui n'est pas bon, qui est psychotique, mais qui n'est pas trop mal avec son traitement, et qui tout d'un coup décompense, il faut aussi penser, c'est une nouvelle décompensation psychiatrique, il faut penser à un problème somatique, à un problème douloureux, et rechercher de manière systématique. Alors, je n'ai pas fait de conclusion, j'ai simplement mis, je pense que vous la connaissez, pour terminer, l'échelle d'évaluation de la douleur chez l'adulte polyhandicapé, qui est préconisée par le docteur Saravan, qui s'est beaucoup occupé de soins somatiques en maladie mentale. Il y a un congrès tout le temps, tous les ans, qui l'organise. Et que cette échelle est constituée à partir des échelles que vous connaissez sans doute de San Salvador et de Doloplus. Voilà, donc je vous les montre. Le retentissement somatique, donc les plaintes, la position antalgique au repos, l'identification des zones douloureuses, la mimique, le sommeil, le retentissement psychomoteur de la douleur qu'on recherche avec la capacité à réagir lors de soins douloureux, le tonus, l'expression corporelle, et puis le retentissement psychosocial de la douleur, la communication, la relation au monde et les troubles du comportement, qui permettent donc d'évaluer et d'essayer de reconnaître ce ressenti corporel particulier qu'est la douleur chez des patients qui relèvent de la psychiatrie. Voilà, je vous remercie.